Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24. En titre de ce journal, la menace d'une famine semble imminente en Somalie. Le 6 septembre 2022, l'Agence des Nations Unies pour l'enfance a dressé un lourd bilan constatant notamment la mort d'une centaine d'enfants dans des centres de nutrition. En République du Congo, autonomisation des personnes handicapées grâce à la formation Handi Miko 2022 dans le domaine de la myciculture, ouverte à l'intention des malentendants et des handicapés moteurs. Et enfin, les amateurs de foot marocains sont dans l'attente, J-2 avant la finale de la Super Coupe de la CAF Total Energy 2022. Les détails dans ce journal. Il a été nommé ce mercredi 7 septembre comme nouveau Premier ministre du Burundi. Il s'agit de Gervais Ndirakobuka, une nomination faite par le chef d'État Évariste Ndayishimiye et qui fait suite à ses soupçons à l'égard d'Alain Guillaume Bunyoni de coup d'État. Il a plus précisément dénoncé des velléités parmi ceux qui se croient, je cite, tout-puissants et passent leur temps à saboter son action. Pour rappel, Gervais Ndirakobuka avait été nommé comme ministre de l'Intérieur par l'actuel président après le décès de l'ancien président Pierre Nkurunziza. Notons également qu'il avait été accusé d'être l'un des acteurs de la violente répression menée durant la crise politique de 2015 et qu'il a été visé par des sanctions américaines qui ont été levées à partir de fin 2021. Dans l'actualité également, un mort à Béniville dans l'est de la République démocratique du Congo. Une mort survenue le 6 septembre dernier alors qu'une colonne de véhicules des casques bleus était de retour d'une patrouille. Une foule s'est montrée hostile à la présence de ce convoi qui a notamment donné lieu à des tirs de sommation de la part des casques bleus pour pouvoir se frayer un chemin, indiquait notamment la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo par voie de communiqué. Une mort de trop pour le président du réseau des organisations de la société civile de Béni, Pépé Kavota, qui a notamment condamné ces tirs de casque bleu sur la population. Le communiqué de la MONUSCO a indiqué qu'une enquête conjointe avec les autorités congolaises permettra de déterminer les circonstances de ce décès. Une famine presque imminente en Somalie. Plus de 7 millions de personnes sont dans l'attente de recevoir une aide alimentaire. Et pour cause, 4 saisons des pluies ratées ont plongé la région dans sa pire sécheresse depuis plus de 4 décennies. Les détails avec Corinne Kamdem. La famine va frapper certaines parties de la Somalie entre octobre et décembre. Un avertissement lancé par Martin Griffiths, le chef humanitaire de l'ONU. Cette sombre révélation se confirme malheureusement. Mardi 6 septembre, l'Agence des Nations Unies pour l'enfance a annoncé que des centaines d'enfants sont déjà morts dans des centres de nutrition à travers le pays. Selon les experts, la Corne de l'Afrique se dirige vers une 5e saison consécutive des pluies ratées, ce qui va aggraver la pire sécheresse que la région ait connue depuis des décennies. 730 enfants seraient morts dans des centres d'alimentation et de nutrition entre janvier et juillet de cette année. Pour mettre les choses en perspective, cela représente moins de 1% des enfants qui ont été admis, guéris et sortis. Mais nous craignons également que ce nombre ne soit plus élevé car de nombreux décès d'enfants ne sont pas signalés. Comme pour envenimer davantage la situation, l'UNICEF fait également état d'une augmentation des épidémies chez les enfants en raison de la malnutrition. Quelques 13 000 cas suspects de rougeole ont été signalés ces derniers mois, dont 78% étaient des enfants de moins de 5 ans. La malnutrition a atteint des niveaux sans précédent. Nous avons 1,5 million d'enfants, soit près de la moitié des enfants de moins de 5 ans susceptibles de souffrir de malnutrition aiguë. Et parmi eux, 385 000 auront besoin d'un traitement contre la malnutrition aiguë sévère. Plus de 7 millions de personnes, soit environ la moitié de la population somalienne, ont besoin d'une aide alimentaire. Un enfant sur 5 dans le pays sera confronté à des formes mortelles de malnutrition d'ici octobre 2022 si les conditions actuelles perdurent. Si le financement de la Somalie a augmenté ces dernières semaines, l'appel de 1,46 milliard de dollars de l'ONU étant désormais financé à 67%, les responsables de l'aide ont averti qu'il était arrivé très tard et qu'il en fallait plus. Dans l'actualité économique, suppression des droits de douane sur 98% des produits importés de 16 pays, parmi les moins avancés, dont 9
pays africains par le président chinois Xi Jinping. Sont concernées notamment les importations en provenance de la République centrafricaine, du Tchad, de Djibouti, de l'Érythrée, de la Guinée, du Mozambique, du Rwanda, du Soudan et du Togo. Un démantèlement tarifaire qui s'inscrit dans la continuité des intentions du président chinois d'augmenter ses importations de produits agricoles en provenance d'Afrique. Il semble particulièrement déterminé à honorer les objectifs qu'il avait annoncés lors de la 8e conférence ministérielle du Forum sur la coopération sino-africaine tenue à Dakar en novembre 2021, à savoir porter les importations chinoises en provenance de l'Afrique à 100 milliards de dollars par an à partir de 2022. L'art du myciculture à la portée de tous, former les personnes en situation de handicap dans la culture de champignons pleurotes au Congo, c'est désormais possible grâce à la Handimico 2022, une phase pilote de formation dans le domaine qui dure 10 jours et ouverte à l'intention des malentendants et des handicapés moteurs. Les détails avec Deva Panzou. Francina Ikembo est une sourde muette de Brazzaville au Congo qui peut désormais tenir entre ses mains cet échantillon de pleurote produit par elle et ses collègues au cours d'une formation pilote en myciculture reçue au sein de la fondation Challenge Futura. J'ai été très émue de voir pousser les champignons que j'ai cultivés. Cela m'a encouragée à fournir plus d'efforts. Je suis heureuse de recevoir des connaissances sur cette formation qui consiste à cultiver les champignons. J'ai accepté cette formation pour acquérir des connaissances en myciculture et devenir chef d'une entreprise œuvrant dans ce secteur. Pierre porte des prothèses au niveau de ses jambes. Il a aussi participé à cette formation en culture de champignons. D'ailleurs, les difficultés de mobilité des handicapés moteurs ont été surmontées grâce à la mise au point de cette poussette dénommée Endopus par le chercheur Tsenge Tsenge. J'utilise une prothèse, donc longtemps debout ou longtemps assis ne me permet pas de bien travailler. Donc je dois alterner, soit de travailler debout, soit de travailler assis. On ne doit pas se sentir inférieur aux autres. Nous pouvons faire le même travail que les valides. C'est vrai qu'ils sont très marginalisés, très vulnérables, mais ils sont dotés d'un potentiel important, que ce soit sur le plan scientifique et technique. C'est pour ça que c'était très important pour nous de les aider, bien sûr en tenant compte de l'objet de l'ONVRI, c'est-à-dire que vulgariser les résultats de la recherche menée dans le cadre de la production des champignons. Cette phase pilote des formations à la culture des champignons pendant 10 jours à l'intention des malentendants et des handicapés moteurs a produit des résultats satisfaisants. Les formateurs ont noté une bonne maîtrise de la technique artisanale de culture des champignons pleurotes. C'est aussi grâce à l'apport de l'Agence nationale de valorisation des résultats de la recherche et innovation que ce projet a été réalisé. Les meilleurs d'entre eux vont bénéficier d'un stage payant au sein de la Fondation Challenge Futura, financée en partie par cette agence du ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation. Victoire, échec et événements clés, le tout gravé par sa plume dans son nouveau récit. Le célèbre PDG de Bloomfield Investment Corporation, Stanislas Zézé, a rédigé son autobiographie nommée « L'homme aux chaussettes rouges », sortie le 15 août dernier dans l'objectif de stimuler et motiver la jeunesse africaine, découverte avec Joël Ballot. L'Ivoirien Stanislas Zézé, homme de finance, président directeur général de Bloomfield Investment Corporation, une agence d'évaluation du risque de crédit opérant en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, a ajouté une nouvelle corde à son arc. Depuis le 15 août 2022, il est l'auteur de L'homme aux chaussettes rouges, une autobiographie de 182 pages qui insiste sur le développement du continent africain par le changement de mentalité et l'éducation de la jeunesse. Dans le livre, il y a beaucoup de messages, notamment le code des valeurs, et si vous voulez, les moments d'émotion de ma vie, les moments qui ont impacté la construction de ma résilience et la construction de mon courage, de mon abnégation. Et tout ça, je crois que je dois ça à la jeunesse. Et pour moi, c'est ce type d'histoire qui permettrait aux jeunes de pouvoir faire des bons choix.
Coécrit par l'écrivain Pacom Christian Kipré, L'homme aux chaussettes rouges représente l'espoir d'un changement pour toute une génération de jeunes Africains. L'Afrique d'aujourd'hui et l'Afrique de demain prendront forme grâce à une jeunesse aguerrie, consciente des difficultés mais surtout consciente de l'impact qu'elle peut avoir sur le développement du continent. Je trouve l'ouvrage extraordinaire. D'abord la présentation, c'est captivant. J'aime beaucoup le fait que c'est très facile à lire. On le connaît comme quelqu'un qui est dans les finances, mais il a rendu l'ouvrage accessible. Et le fait qu'il y a beaucoup d'images, ça donne envie de le lire et de sauter un peu de temps en temps les chapitres pour lire le chapitre qui vous intéresse. Et je pense que c'est un ouvrage important pour les futures générations et surtout pour les jeunes. Entre chaque ligne, Stanislas Zézé revient sur les événements clés de sa vie, ses victoires, mais surtout ses échecs. Il indique qu'il a passé ces dernières années à réfléchir sur son parcours. Aujourd'hui, l'homme aux chaussettes rouges est donc le miroir de sa vie. À la page sport, J-2 avant la finale de la Super Coupe de la CAF Total Energy 2022. Les deux clubs marocains finalistes, le Wydad de Casablanca et le RS Berkane, se disputeront le titre ce samedi 10 septembre 2022 qui aura lieu au complexe sportif Prince Moulay Abdellah du Maroc à 20h, heure locale. Présentation du match avec José Douglas. Face à face pour cette finale de la Super Coupe Total Energy 2022, le Wydad Athletic Club, vainqueur de la Ligue des Champions, et la RS Berkane, vainqueur de la Coupe de la Confédération. Des retrouvailles, car les deux équipes se sont affrontées récemment pour la finale de la Coupe du Trône, remportée par la Renaissance de Berkane 3-2 au tir au but 0-0 après prolongation. Mais voilà, la RS Berkane perd son entraîneur, le Congolais Florent Ibenge, à la tête du club depuis 2021, et a pris la direction du Soudan pour entraîner Al Hilal Omdurman, avec un contrat de 3 ans, et il a donné 2 titres à Berkane cette saison, Berkane vainqueur aussi de la Coupe CAF en 2020. La Renaissance Berkane Club remercie l'entraîneur Florent Ibenge pour les efforts qu'il a déployés tout au long de la saison écoulée, au cours de laquelle l'équipe a remporté 2 précieux titres qui ont renforcé la trésorerie du club et lui souhaite plein de succès dans sa carrière d'entraîneur. La première fois que 2 équipes du même pays se sont rencontrées en finale de la Super Coupe de la CAF, c'était le 16 janvier 1994 au Soccer City de Johannesburg, en Afrique du Sud, pour la 2e édition de la Coupe entre les Égyptiens du Zamalek et d'Al Ahly avec le derby du Caire et victoire de Zamalek 1-0 grâce à Eman Mansour. Mais que peut-on dire de ces 2 équipes? D'abord pour la RS Berkane. RS Berkane, c'est une équipe qui a percé ces 10 dernières années sur l'échiquier africain. L'équipe de RS Berkane veut marquer son nom en or sur le cahier d'or d'Afrique en gagnant ce trophée. Le président du Wydad de Casablanca, Saïd Nassiri, a promis 50 000 dirhams à chaque joueur. En cas de victoire, les joueurs du WAC avaient perçu 250 000 dirhams chacun après la victoire en finale de la Ligue des Champions face à Al Ahly d'Égypte. Le WAC de Casablanca, comme j'ai dit, ce n'est pas à présenter. C'est une équipe redoutable, c'est une équipe qui connaît la compétition. Le WAC de Casablanca part favori dans cette compétition puisqu'il est parti en fanfare dans le championnat marocain. On a joué la 2e journée et le WAC de Casablanca a gagné les 2 matchs haut la main. C'est Al Ahly d'Égypte qui a remporté le trophée en 2021. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Dans un instant, retrouvez une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.